Ceci est le podcast de Gang of Witches. N'en parlez à personne. Surtout à personne. Witches. Un podcast produit par Gang of Witches et animé par Valérie Mito et Wendy Delorme. Salut les sorcières, c'est la pleine lune et voici notre 3e épisode. Merci pour vos likes et commentaires. Notre podcast vous fait du bien, vous questionne, vous ressemble, vous rassemble. Et c'est notre idée que de vous inciter à venir grossir les rangs de notre tendre armée de sorcières. Aujourd'hui, on reçoit Funmilola Fagbamila, sociologue, professeure, auteure, rappeuse, performeuse et membre fondatrice de Black Lives Matter Los Angeles. Avec elle, nous plongeons dans l'intersectionnalité et dans la complexité de l'identité noire pour penser de nouveaux outils et que le monde des visages pâles, où traînent toujours des couches de racisme, s'ébroue un jour définitivement libéré de ce poids et de cette violence. Mettez tous vos rhizomes en éveil. Le vent écoféministe de Gang of Witches agite vos consciences et vos sommeils. Bonjour Funmilola, on est tellement heureuse de te recevoir dans le coven de Gang of Witches. Alors mon amie Wendy, qui anime habituellement le podcast avec moi, n'a pas pu être là aujourd'hui, mais elle avait une question pour toi très simple, pour nous chauffer. Okay. So Funmilola, I have a question. How did you meet Gang of Witches? Paola reached out to me. Paola m'a contactée après qu'elle ait visionné un documentaire dans lequel j'apparais et qui s'intitule « Feminist, What Were They Thinking ?» Et on y parle de la deuxième vague de féminisme aux États-Unis. Donc à un moment où le mouvement féministe a vraiment eu un épisode très particulier de pouvoir et d'influence aux États-Unis, dans les années 70, quand les femmes ont vraiment commencé à prendre la parole, principalement à propos de leurs droits en tant qu'êtres humains et autour des droits civiques. On m'a proposé de participer à ce film, je suppose, pour représenter une perspective jeune, le point de vue d'une milléniale, et aussi un regard sur l'intersectionnalité. Paola m'a demandé si j'accepterais de contribuer au projet de livre pour Gang of Witches. Et je lui ai répondu que je ne pouvais pas, en l'état actuel des choses, écrire une nouvelle pièce à l'attention spécifique de cette publication, mais qu'on pouvait réfléchir à un autre moyen de collaborer. Paola m'a expliqué que vous organisiez un festival à Paris et m'a demandé si je pouvais me joindre à l'événement. J'ai dit « Ouais, je peux venir ». And I was like, yes, I can. Quand as-tu décidé de devenir une activiste? Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un événement déclencheur? Je n'ai jamais décidé de devenir une activiste. Je n'ai même jamais décidé de me préoccuper du sort des autres sur cette terre. J'ai juste commencé quand j'avais 14-15 ans, je crois. Je suis devenue plus critique sur la façon dont les gens se traitaient les uns les autres. Car je pense que quand je suis rentrée au lycée, j'ai pu constater à quel point la méchanceté peut se manifester dans le comportement humain. Bien sûr, cela se manifeste aussi quand tu es plus jeune. Mais je pense qu'au lycée, la conscience de soi se renforce. Et j'étais plus consciente de moi-même et de la façon dont les êtres humains interagissent entre eux. Et j'ai commencé à écrire de la poésie, qu'on peut qualifier de poésie à conscience sociale, et qui abordait certains problèmes dont j'avais été témoin et qui me tenaient à cœur en tant qu'adolescente. Et à partir du moment où je me suis retrouvée en première année de fac, je me suis impliquée dans un collectif du campus. Pendant un temps, j'ai rejoint l'association des étudiants pour une éducation de qualité, qui militait pour une éducation de qualité, mais abordable, et dénonçait la privatisation de l'université. Et elle se privatisait de plus en plus. Donc on s'impliquait autour de ça. J'étais impliquée dans le collectif des étudiants panafricains qui s'étaient réunis autour de l'idée ou de l'idéologie que les Noirs, à travers la diaspora africaine ou noire, ont un intérêt commun à travailler ensemble pour combattre le racisme des Blancs, le suprémacisme blanc d'un point de vue politique, social et économique. Et donc, il n'y a jamais eu ce qu'on pourrait appeler une décision ferme. Des années plus tard, ça a été surtout avec le début de Black Lives Matter. Et avant cela, Justice for Trayvon Martin, Los Angeles, qui... C'était il y a 6 ans, c'est ça, le meurtre de Trayvon Martin? Oui, il y a 6 ans. C'était le tout début, juste après la mort de Trayvon Martin. Trayvon Martin a été tué par George Zimmerman. Et George Zimmerman a été acquitté.
Et quand George Zimmerman a été acquitté, un collectif d'organisateurs, activistes, artistes, penseurs noirs de Los Angeles s'est réuni pour réfléchir à comment nous allions nous engager face à ce moment où il pouvait y avoir soit une complaisance dangereuse et un silence à propos de cette injustice, soit une sorte de façon de dire qu'il n'est pas nécessaire de tenir le système pour responsable, que le système a tout simplement échoué. Alors on peut dire que c'est biaisé, qu'il est imparfait, ou peut-être on peut dire qu'il fonctionne parfaitement bien et qu'il n'est pas fait pour être juste, en particulier dans la relation qu'il entretient avec le peuple noir d'un point de vue historique et contemporain. Donc Justice for Trayvon Martin Los Angeles a été créé et est devenu le premier chapitre de Black Lives Matter. Et Black Lives Matter s'est développé jusqu'à devenir un réseau national et maintenant désormais international. L'aspect le plus important de la lutte contre le capitalisme, c'est la lutte contre le racisme. Tu dis que tu n'as pas décidé de devenir activiste, mais est-ce qu'il y a un moment où tu as compris qu'être noir allait te compliquer la vie? Quand est-ce que tu as réalisé que tu étais noir? J'ai réalisé que j'étais noire quand j'étais en CM1. J'étais en classe, j'avais 9 ans, et je suis allée poser une question à ma professeure. C'était une femme blanche, assez âgée, et quand je suis allée lui poser ma question, je lui ai dit « Madame, il faut que je vous pose une question ». Ask en anglais. Et elle m'a répondu, il faut que tu me poses une question. J'ai à mon tour répondu, oui, c'est ce que je viens de vous dire, il faut que je vous pose une question. Et elle m'a dit, non, tu n'as pas dit ask, poser, mais axe, hache, comme une hache avec laquelle on coupe du bois. Et j'ai répondu, ok. Et elle m'a dit, ce n'est pas ta faute, les personnes noires ne savent pas prononcer le mot ask correctement. Et puis elle a ajouté que les noirs prononcent axe et pas ask. Et c'était la première fois qu'une figure d'autorité dans ma vie m'expliquait verbalement qu'elle croyait que je ne pouvais pas faire quelque chose parce que j'étais différente des autres enfants. Sous-entendu, toutes les personnes noires ont un problème de prononciation. Et aussi, de manière générale, elle me traitait différemment des autres élèves de la classe. Et je ne saisissais pas alors que cela avait à voir avec ma couleur de peau. C'est plus tard que j'ai commencé à comprendre que ces différentes situations que j'avais rencontrées dans mon enfance et même pendant mon adolescence pouvaient se rattacher au fait que j'avais eu affaire à des figures d'autorité qui se trouvaient être racistes. Mais je ne savais pas encore de façon profonde ou significative ce que les notions de race et racisme étaient vraiment. Parce qu'en fait, tu étais une des seules élèves noires de ton école, c'est pour ça? Oui, et je savais que j'avais l'air différente, mais à 9 ans, je ne sais pas que je suis noire. Je sais que mes parents sont africains, qu'ils viennent d'un pays différent des États-Unis. Je sais cela parce que je suis la première génération, parce que je suis nigériane-américaine. Donc je savais cela, mais je ne savais pas que j'étais noire, jusqu'à la façon très distincte dont je l'ai ressenti dans d'autres circonstances. J'ai pris conscience que quelqu'un pouvait me traiter différemment ou penser que j'étais moins valable à cause de la façon dont le monde a conceptualisé le groupe auquel j'appartiens. Et donc cela a réveillé un feu en moi. Et cela ne m'a pas handicapée, au contraire. C'est surtout handicapant pour un professeur de dire « Je ne crois pas que tu puisses faire telle ou telle chose parce que tu es noir » ou je ne sais pas quoi d'autre. Mais en tout cas, cela a attisé un feu en moi qui disait « Je veux lui prouver qu'elle se trompe à mon sujet. Et si elle supposait que j'étais moins capable, eh bien, je serais la plus capable. » Et cela m'a donné l'énergie de vouloir être une excellente élève. Et c'est malheureux que ce soit un incident négatif qui a influencé cette volonté. Mais c'est cette réaction que j'ai ressentie. Ce besoin de lui prouver qu'elle avait tort. Et je n'ai jamais pris la décision de devenir une activiste. Mais j'ai décidé à un moment, alors que j'étais une jeune adulte, d'offrir mon énergie et mon attention afin d'essayer d'être utile. Et je suppose que c'est ça qu'on appelle l'activisme.
Tu parles du fait de faire partie de la première génération. Ça veut dire que tes parents sont venus en premier aux États-Unis. Oui, mes deux parents sont nés et ont grandi au Nigeria. Je suis née et j'ai grandi aux États-Unis, profondément investie dans la culture nigériane parce qu'elle fait partie de mon ethnicité. Mais mon père est arrivé en Amérique quand il avait à peine 20 ans. Ma mère, vers ses 25 ans, et mon frère, ma sœur et moi-même sommes tous nés et avons tous grandi ici. Et de fait, faire de l'activisme et comprendre mon identité noire est rendu plus compliqué par le fait que je sois de la première génération de Nigérianes américaines. Car de manière très concrète, je suis africaine-américaine, alors que celles et ceux que nous appelons africains-américains, ce sont des Noirs américains. Oui, la plupart n'ont pas de lien avec leurs origines. Oui, enfin, au moins pas de lien immédiat. Ils doivent passer un test pour connaître leurs origines. Bien sûr, le test leur donne généralement un certain nombre de noms de pays africains à cause du mode opératoire de la traite transatlantique des esclaves. Différents Africains de différents pays amenés ensemble, mais moi, il n'y a pas de doute, ma lignée est nigériane. I think that silence is one of course, one of the ways in which we're controlled, one of the very effective implants by which we control ourselves. And it's something that each one of us individually and collectively will die of if we do not find a way to break it. And I've seen this come up over and over again in the women's movement, in the Black Power movement, in the lesbian movement, over and over again. Those questions that are acceptable can be asked, and always there is the tendency not to ask those that do not fit into a pattern. Mais je suis curieuse de savoir quel était le rêve de tes parents quand ils sont arrivés aux États-Unis. Comment ils imaginaient leur vie en Californie? Ils se sont d'abord installés à Washington, D.C., mais ils ont rapidement déménagé en Californie. Mais arrivés aux États-Unis pour des immigrés du Nigeria et aussi du Ghana, de Tanzanie, d'Inde, du Japon. Quand les gens arrivent, car il y a tellement de personnes dites de la première génération en Amérique, quand leurs parents arrivent, la plupart du temps, ils pensent que les infrastructures dans le pays où ils ont grandi sont mauvaises. Et en fait, si la plupart des infrastructures politiques et économiques de ces pays sont mauvaises, c'est la conséquence directe de l'exploitation coloniale qui s'y est déroulée. La corruption. La corruption contemporaine est également le reflet d'une longue histoire, du fait que ces nations que nous appelons pays du tiers-monde ont dû tenter de se reconstruire elles-mêmes. Après une très longue période historique où les ressources ont été importées, volées et utilisées pour le profit, essentiellement pour construire le monde occidental. Donc je dirais ceci, la raison pour laquelle tant de gens viennent aux États-Unis et à Londres et au Royaume-Uni, c'est pour essayer d'accéder aux ressources et aux opportunités. Enfin, pas vraiment les ressources, mais plutôt les opportunités qui se présentent. Quand tu arrives dans un pays où les infrastructures sont relativement solides. Et la plupart du temps, les infrastructures sont solides parce qu'elles n'ont pas souffert d'un passé colonial. Toujours en exclusivité, le nouvel épisode du roman de Sophie Rock, Ad vitam aeternam. Ad vitam aeternam, épisode 2. Le sommeil se faisant désirer, Ava décide d'allumer son ordinateur pour une petite balade sur la toile et peut-être quelques emplettes, pourquoi pas. Elle ouvre son laptop, entre son mot de passe et aussitôt une volée de pop-up envahit l'écran. Conseils fitness, tutoriels coiffure et maquillage prodigués par l'épouse du père, modèle vivant de féminité, belle comme une poupée blonde, et qui conseille aussi celles qui veulent cuisiner, leur donnant des idées sur la manière d'accommoder les livraisons de nourriture hebdomadaires du ministère. Un teaser de l'émission quotidienne du père suit, puis un résumé des moments de « Vis ma vie comme un psychotique des temps passés » qu'il ne fallait pas manquer.
Les spots publicitaires s'enchaînent, tout en couleurs criardes, mouvements épileptiques et bandes-son haletantes, rappelant ce qu'aiment les hommes et ce que doivent faire les femmes pour les satisfaire. Tout le monde y est beau, jeune, mince et en pleine forme, performant et plein d'une reconnaissance sans borne envers le père. Dans quelques minutes va commencer un nouvel épisode de Vaincre l'insomnie, cette émission de télé-réalité où des candidats tentent de s'endormir dans des conditions extrêmes. Bruit assourdissant, froid polaire, chaleur infernale, vent violent, pluie diluvienne, puanteur pestilentielle, rien ne leur est épargné. Au passage, l'animateur survolté et au grand sourire blanc éclatant glisse des trucs et astuces pour permettre de trouver le sommeil rapidement et prétendument en toutes circonstances. Mais cette nuit, Ava n'a pas tellement envie de se rendormir. Elle a plutôt envie de profiter de ce temps libre pour écouter de la musique, un de ses petits plaisirs occasionnels. À la recherche d'une parenthèse sonore sympathique, elle scrolle dans la section officielle du ministère, sans être emballée plus que ça par les titres proposés. « Notre Père qui est si généreux »,« Le miracle de la science »,« Demain, l'immortalité », autant de chansons qu'elle apprécie, mais qu'elle a entendues 1000 fois dans les magasins, les ascenseurs et les couloirs de la tour. Non, cette nuit, elle a envie de nouveautés. Ne sachant pas par où commencer à chercher, elle regarde autour d'elle en quête d'une inspiration quelconque. Et là, énorme, lui faisant face, l'évidence surgit. La lune sera le thème de ce moment de musique nocturne. Dans le moteur de recherche, elle entre lune, lunaire, astre, nuit, et aussitôt apparaît un titre. Le Pierrot lunaire, Arnold Schoenberg, 1912. Elle n'a jamais entendu parler de ce compositeur, mais aime généralement les œuvres du XXe siècle, et se dit encore une fois qu'elle aurait dû vivre à cette époque. Ce n'est pas pour rien qu'elle a choisi de travailler dans un magasin de lingerie rétro non connecté, celle qui ne capte ni la température, ni le pouls, ni l'acidité de la sueur, rien. Ce siècle lui inspire la liberté. C'était avant que tout ne soit contrôlé en permanence par des caméras, micros et capteurs infrarouges omniprésents. Cela devait aussi avoir un côté dangereux, se dit Ava. Le père ne régnait pas encore et elle a du mal à imaginer comment pouvait fonctionner une société sans lui. Ce chef absolu la rassure malgré tout. Elle est persuadée qu'il est bienveillant. Your parents knew about, Ok, mais tes parents connaissaient les conditions de vie de la plupart des personnes noires aux États-Unis, qui restent très compliquées. Yes. Oui, mais ils désiraient quand même venir. Yeah, and also because Et aussi parce qu'à la fin et au milieu des années 80, 1980s and the mid 1980s, les discussions autour de la notion de race étaient très différentes. L'idée était que le mouvement pour les droits civiques s'étant déjà manifesté, les Noirs étaient désormais considérés comme égaux. Les Noirs avaient des droits civiques dans ce pays et tout allait bien. Que la ségrégation était terminée, que tout ça était terminé. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas alors de problèmes raciaux, mais on ne parlait pas aussi ouvertement de la notion de race. Ce n'est que récemment que le sujet de la race est apparu au cœur des discussions, à cause de toutes les choses abominables qui ont été portées à l'attention du public. Donc si nous parlons de brutalité policière, si nous parlons de complexes pénitentiaires industrialisés, d'incarcération en masse des Noirs, de surincarcération des Noirs dans les prisons, de toutes ces failles, que le système judiciaire est souvent abusif envers les Noirs. On ne parlait pas beaucoup de cela quand mes parents sont arrivés dans ce pays. Ou alors, ça se limitait à une tentative d'écrire une histoire post-raciale, une histoire des droits civiques. Et bien sûr, aujourd'hui, avec l'avènement des téléphones portables qui n'existaient pas alors, maintenant, les gens filment ce qui se passe. Ils le mettent en ligne. L'information est disséminée sur ce qui se passe à un endroit et à un moment précis. Donc maintenant, il y a plus de clarté sur la réelle dynamique raciale qui existe aux États-Unis. Et même si, en 1985, mes parents connaissaient la dynamique raciale où on en avait entendu parler et qu'elle existait de la même manière qu'elle existe aujourd'hui,
Je ne sais pas si cela les aurait empêchés de venir, parce qu'ils se seraient quand même dit « Ok, nous sommes dans une position vulnérable en tant que Noirs dans ce pays, où nous sommes perçus comme Noirs, mais il y a quand même des opportunités à saisir. » Et sachant cela, ils voulaient mettre à profit ces opportunités pour créer les conditions de gagner plus d'argent, de se stabiliser en quelque sorte pour nous, leurs enfants. Donc tu es une sociologue, une artiste, une auteure, une enseignante. En tant que sociologue, quelle est ton analyse sur ce que c'est que d'être une personne noire aux États-Unis aujourd'hui? Et après 2 mandats présidentiels de Obama notamment. Oui, je te confirme que c'est un peu compliqué. Je pense qu'à ce moment précis, les nationalistes blancs se sont enhardis globalement avec l'arrivée de Trump. Et quand on voit les attaques terroristes qui se sont produites sur le sol national, que ce soit aux États-Unis ou en Nouvelle-Zélande, je pouvais tout à fait le concevoir comme un nationaliste blanc entrant dans une mosquée et tirant sur tous ces musulmans avec en tête l'idée, basée sur son manifeste, je parle de la fusillade de Christchurch, que les musulmans débarquent pour envahir notre espace, notre terre, et qu'ils contaminent notre culture ou quelque chose du genre. Quand des actes sont commis qu'on peut qualifier de terrorisme intérieur blanc, ça n'est jamais explicité comme tel. Ils disent que la personne était malade, qu'elle a agi sur un coup de folie. Jamais tu ne les entendras dire que c'était un acte terroriste commis par un nationaliste blanc. Quand Dylann Roof, qui était clairement un suprémaciste blanc, si on se base sur ce qu'il écrit sur papier et en ligne, entre dans une église du sud des États-Unis et tire et tue un certain nombre de personnes noires qui sont assises à l'intérieur en train de prier, et quand il se retrouve au tribunal, et quand surtout la police vient le chercher, et que la première chose qu'ils lui font est de lui mettre un gilet pare-balles pour s'assurer qu'il ne soit pas blessé et que personne ne décide de rendre justice soi-même, et essaie de lui tirer dessus. Et puis quand il déclare qu'il a faim et qu'il l'emmène au Burger King avant de l'incarcérer, tu vois à quel point ils font attention à préserver le corps blanc, si on peut dire. Et tu peux y opposer le degré d'abus et le manque de soins qui transparaît dans l'interaction avec la personne noire. Je dirais que c'est compliqué d'appréhender ce que veut dire être noir en Amérique ou d'être noir dans ce monde. Mais que si on parle de l'Amérique durant la présidence d'Obama, les complexes pénitentiaires industrialisés ont continué d'augmenter. De même que l'incarcération excessive des Noirs. Tu as encore tous ces problèmes qui n'ont pas vraiment été pris en compte. Tu as toujours une discussion persistante autour du fait qu'on a complètement ignoré un dialogue autour des compensations pour les Noirs américains, alors que les Japonais ont reçu des compensations, alors que les Juifs ont reçu des compensations. Quand il s'agit des Noirs américains, la conversation au sujet des compensations est toujours aussi distante. Après 2 siècles d'esclavage, c'est ça? Rien n'a été fait d'un point de vue économique, sans compter l'idée préconçue que ça n'a plus d'importance, car ça s'est passé il y a longtemps. Mais sous Obama, il y a eu une transformation de la représentation. Ce n'était pas nécessairement une transformation institutionnelle. Une transformation institutionnelle aurait signifié que nous allions vraiment changer les systèmes mis en place et qu'ils ne seraient pas seulement divers, mais aussi qu'ils fonctionneraient de manière équitable. Ce qui signifie que les gens, quelle que soit leur race, genre, identité, auraient une opportunité égale de faire ce qu'ils ont envie de faire de leur vie. Ce qu'ils feraient de cette opportunité, on n'en sait rien. Mais au moins, ils auraient cette opportunité. Sous l'administration Obama, ce n'était pas une transformation institutionnelle. C'était une transformation de la représentation, ce qui était puissant, car les petits-enfants noirs pouvaient lever les yeux et dire « Oh, c'est lui le président et il me ressemble ». 11 p.m. on the East Coast, we're back on the air and we have news. There will be young children in the White House for the first time since the Kennedy generation. Barack Obama, in our view, President-elect of the United States of America. Barack Obama is projected to be the next president of the United States of America. Barack Obama, 47 years old, will become the president-elect of the United States.
many setbacks and false starts. There are many who won't agree with every decision or policy I make as president. And we know the government can't solve every problem. But I will always be honest with you about the challenges we face. Tu te souviens du chapitre dans le livre de Chimamanda Ngozi Adichie, Americana? Non, car je n'ai pas fini de lire Americana. J'ai seulement lu le tout début d'Americana. Oui, la scène où ils sont tous devant la télévision et ils regardent les résultats des présidentielles. Ah oui, bien sûr, c'est au début du livre. Et en fait, j'ai lu cette partie. Donc je vois tout à fait de quel moment du livre tu parles. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Je venais juste de rentrer à la fac quand Barack Obama a été élu président. Et j'ai pu voter à cette élection, car j'avais juste acquis l'âge requis pour voter. Et on a tous crié et hurlé et pleuré. Et 8 ans plus tard, maintenant que sa présidence est terminée, nous pouvons rétrospectivement poser un regard critique et constater qu'il y a vraiment une différence entre une transformation de la représentation, aussi puissante soit-elle, et une transformation institutionnelle. Donc tu as l'administration sous Obama et tu as cette administration telle que nous la vivons actuellement, avec des gens qui sont représentés par des hommes politiques ignorants. Dès qu'il s'agit de discussions autour de la race, de la terre, de la propriété, des droits des indigènes, de l'identité indigène, du colonialisme et de comment il a façonné le monde occidental en termes de ressources qui ont été extraites d'autres territoires. Ces gens qui sont clairement très patriotes, qui ont ce sentiment pro-Amérique, que l'Amérique s'est construite elle-même, que l'Amérique est puissante parce que l'Amérique est puissante, sans se confronter à aucun pan de la véritable histoire. Soit comment l'Amérique est devenue l'Amérique grâce au massacre des indigènes et au travail des esclaves. Ces gens se sentent encouragés par un président qui dit « Si vous n'êtes pas content d'être ici, retournez dans vos pays de merde ». Par un président qui dit « Vous savez, il faut qu'on construise ce mur à la frontière pour empêcher ces gens d'entrer, car ils pourraient être ceci ou cela, ils pourraient être des violeurs ou des voleurs. » Et donc non concernés par le fait que le viol et le vol et le pillage ont rendu l'Amérique possible. Donc ces gens se sont encouragés à ce moment particulier et ça crée un environnement très hostile pour les gens de couleur et en particulier les Noirs qui doivent se frayer un chemin parce que les nationalistes blancs ont le sentiment qu'un des leurs est devenu puissant. C'était un changement culturel, mais ça ne veut pas dire que des choses dévastatrices ne se passaient pas sous la présidence d'Obama d'un point de vue institutionnel. Cela signifie que ces choses ont été transformées d'une manière particulière, qu'elles ont été renforcées, j'imagine, sous la présidence de Trump, mais aussi parce que Trump n'est pas diplomate, dans le sens où tous ces problèmes peuvent encore plus s'amplifier. Car il ne parle pas des choses vraiment difficiles de manière charismatique. Mais pour répondre à ta question, c'est un peu cela que je ressens à propos de ce que signifie la transformation, de ce que signifie être noir en Amérique. Mais je suis sociologue, donc j'observe le monde d'une certaine manière, en m'intéressant au modèle culturel, à l'histoire, aux institutions qui renseignent sur le pourquoi de tel ou tel comportement humain, et le rapport des êtres humains avec les institutions sociales, l'éducation, la santé, la police, la prison, et toutes ces choses. Je suis curieuse à ce sujet. Et j'étais curieuse à ce sujet depuis longtemps, donc je l'ai étudié. Et c'est devenu mon domaine d'étude. Et cela a transformé ma production créative. J'ai commencé à créer des pièces de théâtre, je suis une rappeuse, donc je rappe. Et cela nourrit aussi mon travail théâtral. Et aujourd'hui, ma production créative la plus urgente, en quelque sorte, est mon travail autour de la scène sur les complexités de l'identité politique noire. En surface, mais plus profondément, ça traite de la façon dont les êtres humains peinent à gérer la différence. C'est l'heure de l'abécédaire lunaire de Wendy Delorme. Aujourd'hui, la lettre B comme bestiaire. Wendy a demandé ce mois-ci aux femmes de son entourage quel nom d'animaux les hommes leur ont donné dans leur vie. Elle a écrit ce texte. J'ai été et je suis tous les animaux. Enfin, un certain nombre. Poule, poussin, souris, cochonne ou truie, jument, gazelle, biche, lapine, louve, chienne, vipère, guenon, moule, crevette, baleine, sardine, morue et thon, puce, menthe religieuse, chatte, panthère, tigresse, et puis leurs variantes, bibiche, bichette, poulette,
Lapinette, Pupus, Minou, Minette, Chatasse, Chénasse, mais j'en oublie. J'ai même incarné quelques imaginaires. Dragons, sphinx et licornes. La chienne halète quand on la prend par derrière. La vipère médit de ses sœurs, ses comparses. La biche fait les yeux doux. La louve est trop jalouse. La lapine, un peu bête, se laisse caresser jusqu'à l'apoplexie. J'ai l'âme d'une lionne pourtant. La lionne du zodiaque, dominante, généreuse, fière et rugissante. C'est comme indifférent à la plupart de ceux qui veulent que je trimballe toute une ménagerie. Ça a commencé jeune. J'avais des poils aux jambes et du duvet aux bras, au bas du dos aussi, et une moustache. On m'appelait Guenon, au collège, au lycée, jusqu'à ce que je m'épile, sacrifiant ma fourrure. Et depuis, je suis glabre. Ma seule rébellion consiste quelquefois à ne pas épiler ce poil à mon menton dans son grain de beauté. Je le caresse parfois, très subrepticement. Il reste mon secret. Personne ne le voit parce que je le coupe dès qu'il devient trop long. Sous la pulpe du doigt, je le sens quand il pointe. On trouve cela charmant, cette habitude que j'ai, de passer mon index au coin de mon menton, souriant quand on me parle. Il paraît que je sais vraiment bien écouter. C'est que si je parle trop, on dit que je jacasse, et alors on me donne toutes sortes de noms d'oiseaux. Perruche, pie, perroquet, grue, dinde le plus souvent. Mieux vaut appartenir à l'espèce discrète du chat de compagnie. Mais je suis un bestiaire. C'est vers l'adolescence que mon intérieur s'est senti surpeuplé. J'avais un amoureux qui se disait charmé par mon regard de biche et mes manières gracieuses de faon dans sa forêt. Il aimait les rondeurs de ma croupe de pouliche et me prendre en levrette en me traitant de chienne. Un jour, j'ai aboyé. Pensant lui faire plaisir, juste un petit jappement. Ouf! Il a débandé. Les hommes sont une espèce vraiment mystérieuse. Je pouvais ronronner lorsqu'il m'appelait chatte en me grattant la tête, pousser des glapissements tout en ployant l'échine quand il me soumettait lors de l'accouplement, mais aboyer ça non. Donc la chienne est muette. Mais c'est une vorace, autre mot qu'elle entend lorsqu'il s'agit de sucer. La nuit, je me sentais parfois comme ces grands fauves à l'étroit dans leur cage, et j'avais des fringales souvent contradictoires. L'amoureux m'a trouvée nue devant le frigo, lapant une flaque de lait étalée sur le sol, auprès d'une souris sanglante, éviscérée, ou picorant des graines de lin et des lentilles, l'œil rond et l'air hagard les plus ébouriffés. Et on m'a aussi vu, ce sont des racontars, je ne sais quel crédit il faut leur accorder, mâcher de l'herbe humide de rosée avant l'aube, cachée dans les massifs de fleurs de nos voisins. Les soirées de pleine lune, ça devenait compliqué. Il n'était pas question alors de me faire taire. La louve hurlait sans cesse, et si on l'enfermait, elle griffait tant la porte qu'il fallait me limer les ongles très souvent. C'est quand on a trouvé entre mes draps des œufs aux coquilles écrasées que j'ai eu des ennuis. Poulette avait fauté. Elle était bien mignonne, mais on ne couve pas les œufs de son frigo. Ça, tout le monde le sait. Mais Poulette ne sait pas. Poulette est trop naïve. Poulette, en toute bonne foi, pensait qu'en réchauffant les œufs avec tendresse, elle verrait des poussins éclore, qu'elle pourrait les élever discrètement dans sa chambre, au chaud, sous le duvet. Alors elle défendait sa place sous la couette. Elle devenait agressive. L'amoureux s'est enfui, question de survie. La chienne, la lionne, la louve retroussaient les babines trop souvent à son goût, et la chatte griffait. On était en surnombre, lui en minorité. J'ai pris d'autres amants. On a toujours blâmé mon appétit sexuel. Ça date de cette époque très troublante où la chatte devenait quasi dingue à cause de ses chaleurs. Ça ne se fait pas trop, ai-je réalisé, de venir se frotter aux pantalons des gens qui passent dans la rue. Quand j'ai montré les dents au professeur de maths, ça m'a valu 2 jours d'exclusion du lycée et un devoir d'astreinte. Une dissertation pour développer le sens du mot « civilité ». Les dompteurs sont légion. Il y en a qui veulent casser tes pattes arrière, te baiser comme une chienne ou finir ton dressage. D'autres te tâtent les flancs, la croupe ou les mamelles, comme ça, vite fait, pour voir si la viande est bien ferme. Le bus pour le lycée, c'était un peu comme le salon de l'agriculture. Mais je n'ai pas vocation à jouer les génisses. Je mordais trop souvent. Il fallait faire le tri, entre ceux de la ferme et ceux qui vont aux eaux. On ne peut pas laisser des prédateurs sauvages cohabiter sans heurts avec des volailles et du gibier facile. C'est après que la louve a égorgé Poulette d'un claquement des mâchoires qu'il a fallu sévir, pour m'éviter de nuire aux autres ou à moi-même. J'ai des médicaments. Ça va mieux, paraît-il. Je ne mords plus mes bras, je ne griffe plus personne. Mais si tu te réveilles auprès de moi la nuit, prends garde. Il m'arrive de guetter dans le noir, immobile,
J'entends le sang pulser dans les grandes artères, je vois très bien la nuit. J'ai l'âge du cougar depuis quelques années, et c'est un prédateur d'une grande agilité. Comment t'es venue l'idée de ton spectacle? Pourquoi tu as pensé qu'il était plus important de rassembler des personnes noires ou des identités noires? Je comprends évidemment l'idée d'essayer d'être plus fort, de créer des nouvelles réponses au racisme. Mais comment ça s'est passé? Pourquoi tu as décidé que c'était plus important que d'éduquer les personnes blanches? But how did it happen? Why did you decide that it was more important than educating white person? The reason that it came about was because in the movement for Black Lives, La raison pour laquelle ça s'est fait comme ça est que dans le mouvement Black Lives Matter, à ce moment précis, ou plutôt au sein même du mouvement Black Lives Matter, pendant cette période où toute cette discussion commençait à apparaître à propos de la dimension globale, de l'intensité et de la profondeur du sentiment anti-noir, je voyais se dessiner et coexister différentes idéologies au sein de ce mouvement. Et les 4 personnages de mon spectacle sont juste une réflexion de quelques-unes parmi les plus pertinentes et les plus courantes. Et je voulais démontrer qu'essentiellement, ce qu'on découvre est que chacun des personnages a tort sur certains aspects, mais a aussi raison. Et que la vérité est plus complexe que ce qui semble le plus commode de prime abord. La vérité est plus complexe que ce sur quoi tu es d'accord. La vérité est plus complexe que ce qui te fait te sentir à l'aise et en sécurité dans ton groupe, dans ton espace de sanctuaire idéologique. Les personnes qui peuvent souvent être tout à fait justes sur des choses peuvent parfois se tromper. Et les personnes qui souvent se trompent complètement et que nous ignorons car ce qu'elles disent paraît insensé, peuvent parfois avoir raison sur certaines choses. Oui, tout le temps. Et on ne le fait pas nécessairement parce qu'on s'engourdit dans un certain confort. Et je voulais parler de cela. Parce que je voulais avoir une discussion à propos de la complexité de la vérité, de la logique et des émotions. Parce que nos émotions peuvent être détournées à tel point que... Est-ce que je peux être grossière? Nos émotions peuvent être détournées à tel point que ça peut foutre en l'air notre capacité à avoir un comportement rationnel. Et je voulais faire ce travail. Le fait qu'on laisse notre intelligence émotionnelle en dehors de nos efforts pour cultiver un monde plus sain, parce que quand on parle de justice, il ne s'agit pas seulement de justice raciale, de justice de genre. C'est de manière générale un monde plus sain, avec des modes de fonctionnement pour une amélioration globale qui bénéficie à toutes les entités vivantes. Et pourquoi j'ai fait ça plutôt que de faire, par exemple, une pièce où j'aide à éduquer les Blancs à propos de ce qu'est le racisme à travers le monde et comment changer ce monde? Parce que je sais que mes efforts peuvent être mieux mis à profit en communiquant avec les gens qui, en premier lieu, n'ont pas été traités avec soin. Je pense que les personnes blanches, globalement et historiquement, ont eu le luxe infini d'être traitées avec attention. Donc l'attention que je dois donner, je la donnerai à celles qu'on n'a pas traitées avec attention. Et ce qui reste à offrir en termes de propositions éducatives, je l'offrirai à un esprit volontaire et ouvert. Mais je n'utiliserai pas mon énergie, mes efforts, mon temps et ce que j'ai. Mon essence pour éduquer, par exemple, l'Amérique blanche, qui pourrait juste lire un livre ou regarder une vidéo. Je veux dire, tu peux venir à mon cours. Mais je parle en termes de ce que ça signifie pour moi d'offrir ce travail. J'imagine que tu as des étudiants de toutes origines dans ta classe Pan-African Studies. Bien sûr, dans les classes d'études panafricaines, il y a des étudiants de plein de différentes couleurs, principalement des étudiantes latino, latina, latinex, qui rejettent la binarité de genre. Mais j'ai aussi des étudiantes asiatiques, noires, blancs, des étudiants et des étudiantes sud-américains, des étudiantes natives américaines. Et nous ne discutons pas seulement de l'identité noire ou de l'identité africaine, parce que ce sont des études panafricaines, mais nous discutons de savoir. Qu'est-ce que le savoir? Qu'est-ce que la logique? Nous discutons de sujets plus larges que juste comprendre la notion de race. Mais au-delà, de comprendre pourquoi nous pensons de telle ou telle façon. Quel ensemble de règles régit notre façon de conceptualiser le monde?
Comment parlons-nous du monde? Comment nous interagissons les uns avec les autres? Et je leur dis au début de chaque semestre que si ils ou elles viennent avec un esprit ouvert et la volonté d'élargir leurs horizons, c'est exactement ce qui va se passer. Et qu'ils repartiront avec des munitions intellectuelles. Je les appelle comme ça, des munitions intellectuelles. Ainsi, ils n'auront pas juste à crier sur leur adversaire idéologique et les traiter d'idiots, d'idiotes, mais ils pourront fournir des évidences empiriques et des faits historiques qui pourront prouver que leurs arguments sont avérés, s'ils sont effectivement avérés. Ainsi, on ne se lance pas dans une bataille émotionnelle de cris avec notre adversaire, mais plutôt on se préoccupe de ce qu'on peut soutenir. Alors nous avons une boîte à outils sur notre podcast. Quels sont tes outils, Funmi Lola, pour tes élèves notamment? Tu parlais de ta classe hier et il semble que tu demandes beaucoup à tes étudiants. Mais fondamentalement, qu'est-ce que tu veux qu'ils aient accompli quand ils quittent ta classe? Penser de manière critique, tout questionner, ne rien considérer comme acquis. Tu as été entraîné à penser que ceci est vrai, ceci est faux. Si c'est avéré, si c'est inventé, questionne-le. Déprogramme-toi, puis reprogramme-toi pour être ouverte à ces possibilités. Parce que je pense qu'un esprit qui stagne est un esprit mort. Ça ne veut pas dire que tu doives constamment changer, mais tu dois avoir la volonté d'évoluer quand c'est nécessaire. Ce n'est pas simple d'expliquer ce que j'essaye que les gens fassent dans cette période. Car le régime politique en place aux États-Unis en ce moment, et je pourrais aussi parler de celui du Nigeria, est scandaleusement corrompu. Et en ce moment, parler d'intelligence émotionnelle et de la volonté d'évoluer intellectuellement peut paraître improductif et futile. Et on pourrait me répondre, non, on doit juste s'organiser, être très clair et ferme sur nos enjeux politiques. Ok, mais on ne pourra pas les atteindre sans pouvoir communiquer efficacement avec les personnes avec lesquelles nous avons besoin de travailler, afin de s'engager dans le travail de coalition nécessaire pour défier ces régimes politiques. C'est pour cela que je parle beaucoup d'intelligence émotionnelle dans mon travail, et de logique, et de communication, parce que la transformation politique arrive quand des groupes de personnes se réunissent et disent « nous allons faire ceci pour changer cela ». Que se passe-t-il quand 3 personnes dans ce groupe racontent des trucs ou font des trucs que les 17 autres n'aiment pas? Cela peut suffire à démanteler une organisation qui était sur le point de pouvoir potentiellement faire quelque chose de bien, de potentiellement s'engager dans un travail de transformation politique. Je crois que si on vient avec une fondation plus solide en ce qui concerne notre façon de communiquer les uns avec les autres, avec l'intelligence émotionnelle, et qu'on part d'un espace logique et clair, ainsi nous ne rejetterons pas les gens dont nous avons en réalité besoin. Et c'est pourquoi à la fin de mon poème, je dis « parce que nous avons besoin les uns des autres ». C'est un fait établi. Ce qui ne veut pas dire que des gens violents et toxiques ne peuvent pas être bannis du cercle. Ils peuvent et ils doivent l'être. Mais les personnes qui sortent de notre zone de confort ne devraient pas être dégagées, juste parce qu'ils sont en dehors de notre zone de confort. Donc oui, c'est la raison principale pour laquelle j'ai écrit cette pièce pour cette communauté. Mais si on ne la regarde pas en surface, cette pièce est vraiment pour tout le monde. Et tous ceux et celles qui sont assez curieux pour savoir que les êtres humains ont intérêt à se traiter les uns les autres avec sollicitude. Et si on peut essayer de faire ce travail pour aider à ce que cela devienne une possibilité. Et pour réussir cela, nous devrons être capables de communiquer avec les personnes qui évoluent dans des systèmes de pensée différents du nôtre. Si la personne le souhaite, je ne demande pas aux gens de s'exposer au danger ou de se donner du mal pour quelqu'un qui n'a pas envie de changer. Mais je demande aux gens d'être ouverts et d'être prêts à changer quand c'est nécessaire. How is your interior witch? Je pense qu'elle est entière et en pleine forme et en état de marche et en ordre. Parce que si ma sorcière intérieure est ma capacité à m'engager dans une sorte d'alchimie, car en réalité, c'est juste la magie qu'on a en soi. C'est ta capacité à prendre quelque chose et à en faire quelque chose d'autre. À prendre le pouvoir de destruction et le transformer pour qu'il se manifeste comme un pouvoir de guérison.
à prendre un rien et le transformer en quelque chose de beau. Et cette capacité à transmuter et transformer et améliorer, j'ai dû l'apprendre. Je suis vulnérable à certains mauvais traitements, car je suis une femme noire. Peut-être pour d'autres raisons également. Et je pourrais juste être vulnérable et subir les conséquences de cette vulnérabilité sociopolitique. Et je pourrais être dévastée à cause de cela, ou je peux trouver un moyen de survivre et de m'épanouir, et de ne pas laisser les systèmes en place me priver de la bonté qui est inhérente à mon humanité. Parce que sinon, j'autorise ces systèmes à gagner. Donc je dis toujours que si tu existes en marge de la société, fais tout ce qui est nécessaire pour garder ta joie intacte, même au milieu de la dévastation. Parce que ces systèmes fonctionnent si nous sommes en plein désespoir. Ils se nourrissent de cela. Parce que la résistance n'est pas possible si nous sommes perpétuellement opprimés. Donc tu dois te sentir bien. C'est une forme d'engagement révolutionnaire que de se sentir bien. Et ça ne veut pas dire qu'on doit couvrir de honte ce qu'on aime, nos proches, notre famille. Mais on travaille à essayer de leur offrir ce dont ils ont besoin pour se sentir bien, à leur offrir les outils pour maintenir leur propre bien-être. Et si ma sorcière intérieure représente ma capacité à transformer et à transmuter et à faire de la magie et à décider quel type de monde je veux créer pour mon monde particulier, personnel et individuel, alors ma sorcière intérieure va très bien. Un jour, je pensais que quelqu'un allait trouver mon point de vue un peu suspect, mais à chaque fois que j'apprends quelque chose de plus sur la façon dont les Noirs américains ont été traités, je me sens vraiment honteuse, enfin les Noirs en général. Je me sens vraiment très honteuse. On s'en fout, enfin, de ma honte de personne blanche, parce que j'ai pas souffert de l'esclavage, mais j'ai vraiment honte. Je peux comprendre cette réaction. Je pense qu'en tout cas, quelque chose de puissant se passe. Moi, je peux parler personnellement pour les personnes blanches dont je suis très proche. Vous voulez que l'on arrête de souffrir. Je peux parler de manière très personnelle de mon expérience avec les Blancs qui sont mes amis proches. Ce que j'aime est de leur volonté de vouloir transformer ce sentiment de honte et de culpabilité d'être les descendants de personnes qui ont bénéficié de ces systèmes et qui continuent d'en bénéficier. De transformer cela en « OK, voilà les circonstances, que puis-je faire avec ma capacité à me frayer un chemin socialement ?» Qu'on parle de l'Amérique blanche ou des Blancs en général, avec qui puis-je échanger? Que puis-je faire? Et souvent, cela se traduit par ces Blancs qui éduquent d'autres Blancs à propos de ce système. Parce que je tiens à dire qu'il y a un nombre imposant de Blancs qui, globalement, ne comprennent pas, de manière claire et réaliste, ce que sont la race et le racisme. Et ce ne sont pas juste les Blancs. Les gens, en général, ne comprennent pas vraiment de manière profonde ce que le colonialisme a fait. You know, and how that. How did you, in what kind of situation is it clear for you that people are still far, far away from understanding my work? By saying things like, en disant des choses du genre « Oui, il y a eu beaucoup de choses vraiment dévastatrices qui se sont produites historiquement en ce qui concerne la notion de race et tout ce qui va avec. Et ces choses étaient mauvaises et on est vraiment content que cela appartienne au passé. » Oui, il y a encore du racisme, il y a encore des personnes racistes dans le monde, mais on a fait tellement de progrès. Et je crois que si tu travailles dur sur la race, le genre, ton identité quelle qu'elle soit, eh bien tu peux réussir comme n'importe qui si tu as vraiment la volonté de travailler dur. Le plus drôle dans l'histoire, c'est que ces propos ne sont pas complètement faux. Si tu travailles dur, tu peux réussir comme n'importe qui d'autre. Mais la notion de privilège est épineuse. Tu vois, par exemple,
La remarque que je viens de faire serait celle d'une personne qui pense que toutes ces mauvaises choses se sont produites historiquement, mais que maintenant, on est dans un lieu, une époque où ce genre de choses ne se produisent plus, et que le racisme est un problème individuel, que ce sont des personnes racistes qui se comportent de manière raciste et devraient être traitées comme telles, et sans avoir conscience du fait que les institutions elles-mêmes continuent à fonctionner d'une façon qui facilite le racisme, notamment le système éducatif, comme le fait que j'enseigne un cours d'études panafricaines, parce que les contributions des personnes de couleur, des femmes, des personnes queer sont systématiquement retirées des cours d'histoire, à tel point que l'on doit créer un tout nouveau domaine d'études pour pouvoir se réapproprier une histoire perdue. Ce n'est pas par accident que les seules personnes noires qu'on nous a appris à connaître en cours d'histoire au lycée étaient des Martin Luther King Jr. et d'Harriet Tubman. Et donc, éducation, à la santé, à la prison, à la police, la liste est longue. Yes, I can write about white people. White people can write about black people. Anything can happen in art. There are no boundaries there. Having to do it or having to prove that I can do it is what was embarrassing or insulting. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. And a second thing I would say is that privilege is very tricky. Et la deuxième chose que je dirais est que la notion de privilège est épineuse. Car imaginons un instant que je sois moi-même un homme blanc qui a grandi dans la pauvreté, et je pourrais dire « Je comprends ce dont vous parlez à propos du racisme, je comprends vraiment. Mais pour être honnête, je suis blanc, je suis un homme, je suis supposé être privilégié, mais rien ne m'a jamais été servi sur un plateau. J'ai grandi dans la misère, mes parents n'étaient pas là pour moi. On ne m'a rien donné de ce dont j'avais besoin pour réussir, pour m'épanouir. Donc comment pouvez-vous dire que je suis privilégiée parce que je suis un homme blanc ? Ma réponse pourrait être celle de ma très bonne amie, Janine Khan, qui dit « Être privilégié n'a rien à voir avec les épreuves que tu as traversées, mais avec celles que tu ne traverseras jamais. » Par exemple, il n'aura jamais à se demander si c'est parce qu'il est blanc que la police lui a demandé de se garer sur le bas-côté ou qu'il a été montré du doigt parce qu'on sait que ce n'est pas la raison. Il n'aura jamais à s'inquiéter de ce genre de choses. On n'aura jamais à se demander, quand il fait quelque chose de particulièrement irrespectueux ou de pas terrible, si ça va rejaillir sur sa race tout entière ou sur les gens de manière générale, parce que quand une personne blanche commet un crime absolument horrible et violent, on dit que cette personne est mentalement dérangée. Et puis on dit que c'est un justicier solitaire. Tandis que quand une personne noire commet quelque chose de ce genre, ou une personne musulmane qui commet un crime, quel qu'il soit, un acte violent et mauvais, alors ça devient le reflet d'un groupe dans son intégralité. Tous les différents exemples que tu peux imaginer, où tu n'as pas à te demander si ta race ou ton genre ou quoi que ce soit à voir avec ce qui s'est passé. Cela ne veut pas dire que tu n'as pas rencontré des difficultés. Cela veut dire que les difficultés que tu as rencontrées n'étaient pas dues à ta race. Oui, mais en même temps, il y a déjà beaucoup de rôle modèles noirs aux États-Unis, mais on a l'impression qu'à chaque fois qu'une personne devient vraiment célèbre, elle n'est plus vraiment noire, quoi. Je tiens à être très clair là-dessus. Je ne pense pas que nous ayons une quelconque obligation d'aider les autres dans cette vie. Il n'y a aucun impératif universel qui dit que nous devons être gentils. Ça n'est écrit nulle part. Ça n'est écrit nulle part. Nous pouvons choisir. Nous avons ce libre arbitre. Je pense que nous devrions décider de le faire. Je pense que c'est réellement un reflet de notre nature. Maintenant, je ne suis pas sûre de savoir exactement ce qu'est la nature humaine, parce qu'elle a tellement été manipulée par tant de différentes circonstances, socialement, dans notre volonté de survivre. Qu'est-ce que la nature humaine ? Est-ce que c'est dans la nature humaine de se débrouiller soi-même, ou est-ce que c'est de faire fonctionner le collectif ? Je pense qu'il y a quelque chose dans la nature humaine qui nous fait vouloir que le collectif fonctionne, parce que nous sommes naturellement des créatures sociales. Nous avons besoin des autres êtres humains pour survivre. Nous sommes des êtres sociaux.
Donc je pense qu'il y a quelque chose d'inhérent en nous, même si ce sont juste les bases d'un mécanisme de survie à un niveau biologique qui veut que le collectif soit OK. Et si c'est un impératif biologique, oui, sûrement. Si c'est une conversation d'ordre moral sur le fait d'être bon, alors c'est une toute autre chose. Chacun a une moralité différente, des conversations différentes sur la moralité, chacun a des traditions religieuses différentes, des croyances, une spiritualité, ou quelle que soit la façon dont tu l'appelles. Je n'essaie pas de parler de ce qu'est la morale, ou de ce que c'est d'être moral, mais plutôt juste parce que... Oui, et on est toujours dans l'autosatisfaction. Si c'est juste quelque chose du genre « je veux me rendre utile », c'est toujours fondé sur la satisfaction personnelle. Mais quand je dis « je pense qu'on devrait », la seule chose sur laquelle c'est fondé, c'est mon opinion. Ce n'est pas fondé sur un impératif ou une réalité, non. Juste ma propre opinion. Je pense qu'on devrait. Je pense que ça fait sens. Et je pense littéralement que ça fait logiquement sens parce que cela minimise la souffrance. Si nous prenons certaines décisions dans ce monde, en quelques semaines, la faim dans le monde, par exemple, peut être résolue. On a assez de nourriture, nous avons la capacité de le faire, mais c'est à nous de prendre cette décision. Je pense que nous devrions. Je ne pense pas qu'il y ait un impératif moral, je ne sais pas s'il y a un impératif biologique. Tout ce que je sais, c'est que personnellement, je pense qu'on devrait. Je pense que nous devrions être bienveillants, bienveillantes les uns envers les autres. On n'a pas à être gentils, mais on devrait être bienveillants. Je ne vois pas pourquoi la vie devrait être aussi torturée que les humains aiment à la cultiver. Je ne pense pas que cela doive être ainsi. Je ne me bats pas. Je ne me fais pas souffrir avec les personnes qui sont très différentes de moi idéologiquement. Si je vois une ouverture et une volonté de changer, alors échangeons. Si je vois un mur, alors non, tu ne vas pas user mon énergie, pas la mienne. Celle de quelqu'un d'autre peut-être. Et maintenant, chères auditrices, chers auditeurs, le coup de gueule de Mytho. Allez tout le monde, on est en 2020. On a des siècles de conneries derrière nous, des massacres, des génocides, des femmes au bûcher, des horreurs qu'on a étudiées dans tous les détails. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Un petit coup de moraline de temps à autre? Bouh, c'est pas bien le sexisme, bouh, c'est pas bien le racisme. Puis on poursuit son chemin. Faut faire les courses, il y a un apéro ce soir chez Véro. Non, en 2020, on tourne la page. Les astres nous l'ont annoncé en mode gyrophare, c'est maintenant. Parce que les injustices, quand tu les regardes en face mais que tu fais rien, elles te disent 1. Qui es-tu au juste? 2. Corollaire, ta vie sert à quoi? Bon, je sais, certains matins, c'est question tarot de grave de toute façon, et les réponses sont tangentes. Tu passes une mauvaise journée. Mais au fond, quand on voit que ça ne va pas et qu'on ne fait rien, qui ne dit rien consent, ce vieil adage, alors on est quoi dans l'histoire? La personne qui consent? La personne qui pense qu'elle ne peut rien faire, rien changer? On en gère des tonnes des changements dans sa vie pourtant. Alors des fois on dit rien parce qu'on n'a pas compris les mécanismes de la violence à l'œuvre. Mais en fait, notre ignorance, notre manque d'information font de nous des complices. Complices passifs, mais complices. Il faut choisir son camp. Garder la tête dans le sable ou vouloir savoir. C'est pas la nuit de la Saint-Barthélemy, c'est la bataille pour l'égalité, partout, genre, classe, race. Et ça, les agresseurs et les puissants ne l'ont pas encore compris, tout le monde en sortira allégé et grandi. On ne peut pas consentir quand malgré tous les efforts féministes, le courage de certaines personnalités, Adèle Haenel, Power, de bout en bout et chapeau bas à la prestation incroyable de Florence Foresti à la soirée des Césars. Et big up également pour Aïssa Maïga et son intervention sur l'absence de diversité dans le cinéma français. Des filles qui en ont des ovaires en titane. Et bien malgré ça, l'institution, fâchée par tant de féminins remous, assume l'ignominie en décernant un César du meilleur réalisateur à Monsieur J'accuse. Ils font pas encore le César du meilleur réalisateur pédophile, que c'est pas grave ses actes et que ça n'a absolument aucune incidence sur la façon dont il exerce son métier. Ok, je l'ai entendu celle-là. Hein. On est quand même dans un sérieux problème de classe là, où j'ai pas mes lunettes. L'abus sexuel, c'est interdit par la loi. Le gars est en infraction, il a été condamné. Qu'est-ce qui fait donc d'autre que de se mettre à l'abri de sa réputation? Et ça, c'est toléré et encouragé, puisqu'il a obtenu 25 millions de financement et ce César, c'est QFD. Les bras d'honneur aux femmes. La classe. Et tu le vois bien, l'aéropage de costard papillon, carré VIP qui se gausse en backstage, une flûte à la main. Qu'est-ce qu'elle croit? Qu'on va céder pour quelques jeunes femmes qui l'ont bien cherché, etc. Pas si grave, regardez l'œuvre, pas l'homme. Elle pue le roussi, cette rengaine, et l'argumentation est branlante. Lorsqu'on la secoue, il ne reste qu'un axe constant qui aujourd'hui saute aux yeux de tous, le sexisme. Et ça n'est pas un argument. C'est un système violent qui fait monter la colère et qui va déclencher un effet domino rapide qui, au cinéma, pourrait s'intituler « Regarde les âmes tomber ».
Sinon, il y a It's Raining Men. Hallelujah. Bon, j'en profite pour dire qu'il faudrait quand même penser à comment et où accueillir les agresseurs repentants. C'est Victoire Toyon, des couilles sur la table, qui dit ça. Des mecs lui écrivent pour savoir quoi faire, et en fait, à ce jour, il n'y a rien que la prison. Se regarder en face, prenons ça comme défi 2020, amis sorcières. Et dans le miroir, le catalogue des injustices dans la main droite, dit je le jure, parlons aussi blancheur, de notre valeureux épiderme incontesté, impensé, suprémaciste et privilégié, considéré comme uniforme, même si les nuances existent, mais ça on s'en fout parce qu'avant tout, être blanc sur la planète, ça veut dire que tu es du bon côté du manche, et que tu vas donc pouvoir taper sur les autres. Dans le monde occidental, personne ne pense à sa peau blanche comme un problème. Hormis sur la plage, quand t'as oublié et le parasol et l'écran total et que ta copine a décidé de terminer un volumineux essai de Noam Chomsky. Personne n'y pense tout court. Le blanc non-couleur est la couleur étalon. Il étale sa blanche domination. Et ce, même si l'humanité doit tout au noir. Lucie et Toumaï, la première femme et le premier homme sur Terre, c'est en Afrique. Oui, l'Afrique noire. Oui, là où il y a des noirs. En gros, entre leurs ressources, le blues, le jazz, le rap, le punk, etc., on leur aura tout piqué jusqu'aux origines de l'humanité. Pour les non-blancs, c'est double peine. Tu as été réduit en esclavage ou exploité d'une façon ou d'une autre. Non mais faut voir, vas-y, je t'écris la scène. T'es chez toi, en train de bosser, ordi, café, bang bang, ça frappe fort à la porte, on déboule méchant, tu sais même pas ce qui se passe, Tuttle and Bottle, Brésil, la scène d'ouverture, t'es trimballé comme une bête, tu sais pas où on t'emmène, mais vu l'ambiance, tu as toutes les raisons de craindre le pire, puis après un temps qui n'a plus aucun sens dans ta tête, te voilà à pédaler pour alimenter l'électricité dans la cave d'un complexe transhumaniste, et quand ta cadence mollit, tu prends des décharges de 220 volts dans les mollets, une fois à droite, une fois à gauche, parfois c'est aléatoire, tu es brisé, ta vie c'est mort, et tu veux mourir. Ouais, je sais, non mais c'est les captures d'esclaves, ça me fout mal au bide. Ouais, promis, je referai une fin plus marrante la prochaine fois. Heureusement, c'est fini la traite des noirs. Mais le mépris et l'indifférence, pas trop. Il y a qu'à voir en général le peu d'amis noirs qu'ont les blancs et les blanches, et depuis le temps que ça dure, comme blanc, on y est forcément pour quelque chose. Il y a encore pas longtemps, dès que j'allais dans une soirée, plein de gens m'appelaient Doudou, sans même me demander mon prénom, me dit une amie martiniquaise. T'imagines, t'es dans des fêtes à Pointe-à-Pitre, et tout le monde t'appelle Fanfan. Bah oui, la France, Françoise, François, salut Fanfan. Ou alors quelqu'un observe ta peau, la couleur de tes cheveux et dit « Oh, j'adore les pays baltes », au pif comme ça, te marquant au fer d'une appartenance géographique obligatoire. Ah, il y a aussi les gens qui polarisent. La même copine se tape des « Oh, j'adore l'Afrique », car noir égale Afrique. Elle est toujours martiniquaise. Plutôt que de vouloir se faire passer pour un anthropologue médium, ce serait plus simple de demander non. Ou alors de lâcher les stéréotypes et de foutre la paix aux gens en général sur leurs origines. Il y a des personnes noires bretonnes, picardes, vosgiennes, profondément attachées à leur région d'origine. Ça rime à quoi de les renvoyer sans cesse à leur couleur ? En gros, à des attitudes de néo-négrier. On a le droit de te toucher, de deviner ta nationalité parce qu'on domine la question, parce qu'on a dominé les noirs. Et non, ça n'est pas exagéré de dire qu'en se comportant comme ça, on continue. Alors faisons un effort. Admettons que nous sommes privilégiés par notre blancheur, repérons ses avantages et questionnons-les. Et aussi, ouvrons-la quand le contrôleur s'acharne sur une personne racisée en lui demandant si elle est vraiment le titulaire de sa carte de transport, alors qu'il n'a même pas regardé la photo sur ta carte parce que toi tu es blanche et que l'autre usager du tram est un jeune maghrébin. Intervenir et dire que ça n'est pas normal. Demander au contrôleur de vérifier la photo de toutes les personnes et pas juste le mec non blanc du wagon. Comme blanc, on est plus ou moins blanc, plus ou moins raciste, mais raciste quand même, parce qu'on est blanc. On peut même écrire « on est raciste », N-A-I-T, accent circonflexe. C'est qu'on nous en a rebattu les oreilles des légendes sur les méchants barbares. On a peur maintenant, et on la tient bien ferme, Étienne, notre suprématie blanche. Mais si, oui je sais, elle est pénible cette liste, mais elle est dans tous les vieux disques durs de nos mémoires cérébrales. Les noirs ont le rythme dans la peau, les femmes noires sont des bêtes de sexe, les arabes sont fourbes, les juifs aiment l'argent, les roms sont sales, ce sont des voleurs. Les femmes aiment être soumises, elles sont fragiles les femmes. Les riches sont radins, les Russes chantent bien, c'est sûrement la vodka. Les Portugais sont petits et poilus, les Japonais et les Chinois sont les rois de l'espionnage industriel, etc., etc. Il est bon de faire régulièrement sa liste prévisionnelle de préjugés à nettoyer. Alors c'est simple, vous prenez le préjugé et vous l'appliquez à vous et à votre entourage pendant quelques minutes. Je ne suis pas noire, mais je suis une bête de sexe, ma copine juive est fauchée, fragile, non, d'une puissance et d'une humeur changeante, peut-être comme beaucoup de personnes. Lequel de mes amis d'origine arabe est-il fourbe ? Aucun, ah tiens. Mon amie Rome a un appartement, un travail et paye des impôts, et elle n'est pas la seule. Les définitions tamponnées comme des housewives ne fonctionnent pas.
On l'a toutes expérimenté déjà. Alors laissons tomber. Acceptons que nous sommes racistes et approchons-nous de plus près, avec tact et élégance. Caetano Veloz, le plus grand chanteur de tous les temps, l'a écrit « De perto ninguém é normal ». De près, personne n'est normal. Bon, puis je voudrais pas vous faire flipper, mais comme disait déjà l'auteur féministe Fanny Raoult à la fin du XVIIIe siècle, il faut se dépêcher d'apurer toutes ces questions, car des grands changements s'annoncent et les questions d'égalité pourraient devenir moins urgentes. Et il faut se dépêcher d'autant plus que ces crises vont toucher d'abord les personnes déjà précaires. See what I mean? Alors, une autre petite question légère. Quand est-ce que tu as fait le lien entre racisme et sexisme? Une question très légère. J'ai fait le lien... C'est une question tellement intéressante parce que j'ai complètement fait le lien pendant ma seconde année de fac. J'étais dans un cours d'études panafricaines à propos de traditions noires radicales ou un truc du genre. Je me rappelle qu'on a beaucoup parlé du parti des Black Panthers et énormément de contributions de femmes étaient mises de côté. Et je me rappelle m'être dit à moi-même, je sais que des femmes noires et des femmes en général étaient bien plus impliquées que ça dans ces mouvements. C'est comme s'il y avait un vide. Et je n'avais pas réalisé cela jusqu'à ce qu'on commence à lire un texte particulier qui traitait de l'importance des femmes noires dans les mouvements de libération. Et j'ai commencé à rassembler les faits qui sont que si ce professeur en particulier ne m'avait pas révélé ces informations, ma perception aurait été que pendant les années 60 et 70, le mouvement Black Power et celui pour les droits civiques étaient animés, gérés et menés par des hommes et que les femmes étaient juste là pour les encourager, alors qu'en fait, les femmes étaient celles qui permettaient à toute cette opération de fonctionner. Mais c'était le charismatique leader masculin qui montait sur le devant de la scène et donnait son discours. Et j'ai bien compris le lien dans le sens particulier qui est que la notion de genre est laissée en dehors du débat sur la race et que la notion de race est laissée en dehors du débat sur le genre. Chez les personnes de couleur, on entend souvent « Oh, le féminisme, laissez donc les autres gérer ça, c'est un truc de blanche, laissez-les faire ça. Nous, on s'occupe du racisme. » Et de nombreuses fois, dans des cercles féministes, si tu as principalement des militantes féministes blanches, souvent, la conversation va généralement tourner autour de la nocivité du patriarcat, sans s'intéresser aux différentes manières dont elle se manifeste. Car le patriarcat et les violences sexuelles et le harcèlement sexuel et les abus sexuels et les différences salariales peuvent se manifester très différemment si on rajoute la notion de race par-dessus. Et donc, je voulais observer comment ces choses s'entrecroisent d'une façon plus constructive. Tu vois ? Et ne pas prétendre qu'on parle juste de race ou « oh non, on ne parle que de genre ». On doit s'intéresser à tout de manière plus nuancée. Et j'ai fait ce lien il y a plusieurs années et je ne me laisserai jamais embobiner à penser qu'un seul problème est important ou que ce problème est plus important. Je ne me lève pas le matin en me demandant si je vais être d'abord une femme ou d'abord une personne noire ou d'abord une personne noire et ensuite une femme. Je suis juste tout cela à la fois. And you don't like labels, so. And I don't what? You don't like labels. So. And I really. C'est juste que. Qu'est-ce que cela veut dire? Je suis noire uniquement parce que quelqu'un historiquement a dit un jour « ça c'est noir, ça c'est blanc ». Je suis juste une personne. Une ethnicité, je suppose. Je viens d'une culture, mais je suis une personne. On m'appelle une femme. Je comprends l'impératif biologique, l'idée que je suis féminine en termes biologiques, mais je suis une personne. Ces étiquettes, nous les utilisons pour organiser le monde, parfois à notre détriment. To our detriment sometimes. It becomes a detriment when we use labels to the point where we limit our capacity. C'est à notre détriment quand nous utilisons les étiquettes à un point que nous limitons notre capacité à comprendre quelque chose qui n'existe pas à l'intérieur de l'étiquette préexistante. Alors, c'est un préjudice. Alors, c'est une stagnation dont nous devons en quelque sorte nous extirper en jouant des coudes, si cela nous est possible. Mais il faut aussi une volonté intellectuelle. Et cela demande un peu d'effort et même un peu d'intelligence émotionnelle parce que tes émotions te disent « Non, je connais cette chose. Ça, c'est comme ça. Ça, c'est comme si. » Et quand tu vois une chose qui n'existe pas à l'intérieur de cela,
Tes émotions peuvent te dire « Qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je fais avec ça ?» C'est pourquoi les gens ont aussi une réaction négative. À ce propos, Paola et moi parlions d'Alok Vaid-Menon, qui est un activiste indien queer non-binaire. J'apprécie Alok car Alok serait identifié comme un homme biologiquement parlant, mais il se présente au monde comme une personne non-binaire. Il s'avère que cette personne a un corps très poilu, qui devrait être perçu comme extrêmement masculin, mais elle se présente de manière très féminine, avec des vêtements, du maquillage et des bijoux. Et cette personne vraiment est juste un reflet de ce que ça signifie de dire « Voici comment j'aime me présenter au monde ». Nous ne parlons même pas de l'idée de ce que ça signifie pour quelqu'un qui est engagé dans une transition sexuelle, parce qu'on entre dans un tout autre niveau quand on entre dans cette conversation. Mais on est littéralement juste en train de parler de quelqu'un qui dit « Voici comment je me présente au monde » et le niveau de menace que ça représente quand les gens voient ça. Parce qu'ils ne savent pas, et même la communauté queer rejette cette personne parce qu'elle dit « Qu'est-ce que tu es? Es-tu gay? Es-tu trans? Essaies-tu d'être une femme? Essaies-tu d'être un homme ?» On a besoin de savoir parce que maintenant Parce qu'en fin de compte, la réponse de la communauté queer à quelqu'un comme ça se fait dans l'urgence parce qu'ils disent « On a besoin de savoir ce que tu es pour pouvoir dire à la société mainstream ce que tu es. » Ces personnes ne sont sûrement pas très non-binaires, apparemment. Oui, mais même la communauté queer peut rejeter une personne comme ça parce que ça rend les choses plus difficiles pour eux d'expliquer ce qui se passe à la société mainstream. Et l'idée que nous voulons transmettre est que nous sommes accessibles, acceptables et comprises. Maintenant, quand quelqu'un existe encore en dehors de ses limites, cela peut être frustrant émotionnellement. Au lieu de juste se dire « je ne suis pas familière avec ceci, je n'ai pas de nom pour cela, voyons voir. » Au lieu de « Et pourquoi donc cela doit-il être comme ça ? Pourquoi les réactions doivent-elles être si négatives, tu vois ? Le problème, c'est pas d'être noir, d'être trans, d'être une femme. Le problème, c'est toujours d'être discriminé. Donc, ça vient toujours de ces personnes qui acceptent pas de se dire, comme tu disais à l'instant, « Oh, tiens, c'est intéressant. Tiens, je connais pas, c'est intéressant. » Oui, peut-être juste de la curiosité plutôt que de l'agressivité. C'est littéralement ce que je veux dire par intelligence émotionnelle. La différence entre et je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ça? Par rapport à qu'est-ce que c'est? Tu vois, c'est différent. Et il y a qu'est-ce que c'est? Je suis curieuse. Je veux juste... je suis ouverte. Je veux juste savoir, tu vois. Et même si tu ne comprends pas après cette explication, au moins tu étais assez ouverte pour essayer de comprendre. La colère vient de là. La colère vient de « ce n'est pas dans mon champ de vision et tu me menaces en me demandant d'agir ainsi. Je suis mal à l'aise avec ça, ok ?» Et je pense que la majeure partie de la dévastation dans ce monde vient des œillères que les gens portent férocement, chevillés au corps. Quelqu'un qui présuppose qu'une femme doit agir comme une femme et un homme comme un homme. C'est comme cela que cela doit être, et si tu ne fais pas cela, tu ne te comportes pas comme une femme digne de ce nom. Mais comment on peut pénétrer alors ces esprits très, très fermés? Comment est-ce qu'on pénètre ces mentalités super bloquées? Au lieu de dire à ces gens qu'ils ont tort et qu'ils sont idiots et qu'ils sont obtus, je vais juste leur demander « D'où tenez-vous cette idée ?» Je leur demande « Pourquoi pensez-vous comme cela ?» Ou « Pouvez-vous me donner des informations pour corroborer votre argument ?» Ainsi, je neutralise mon impulsion de leur expliquer pourquoi ils ont tort. Parce que leur énergie est déjà prête à défendre leur argument. So now let's go back to your show, Woke Black Folks. It's possible to see an extract on YouTube. So you're going to tour with this show now in the US and in Europe too? Beaucoup de gens ont vu ma vidéo qui s'appelle Woke Black Folks, qui est un poème d'une durée d'environ 8-9 minutes, où je joue 4 personnes noires, 4 personnages noirs différents, avec des positionnements politiques distincts, qui sont tout à fait pertinents et significatifs et présents dans l'Amérique noire, et probablement dans la diaspora noire. Je joue ces 4 personnages que je connais très bien. Ce sont des personnes que je connais dans la vraie vie, des mots que j'ai entendus dans la vraie vie,
et que j'ai transformé en un poème. La pièce en tant que telle dure 1h20, où je me lance dans 4 longs monologues différents. Et ce qui est intéressant est que le public se retrouve sur des montagnes russes émotionnelles, parce qu'ils écoutent des personnages tenir des propos politiquement incorrects, difficiles, et qui nous mettent au défi. Mais ils entendent aussi ces personnes faire du sens à certains moments. Et donc, qu'est-ce qu'on en fait ? Et ils réalisent que cette complexité est véridique. Et ce qui se passe est qu'ils réalisent en découvrant ces 4 personnages qui sont quelque part d'accord avec chacun des 4 et quelque part en désaccord avec chacun des 4. Mais chacun de ces personnages croit qu'il a absolument raison avec certitude, n'est-ce pas ? Parce que c'est comme ça qu'on pense. Chacun d'entre nous pense qu'il a raison. Où est la vérité ? Probablement quelque part au milieu de tout ça. Et je voulais aborder cet état de fait, et je pensais que les Noirs allaient s'énerver après moi parce que je parle de toutes ces choses dont nous refusons de discuter publiquement. Et de par mon travail, j'espère offrir toutes ces choses dont nous refusons de discuter publiquement, dont nous avons besoin de discuter publiquement afin de dépasser le malaise émotionnel de cette conversation. Et ainsi, que nous puissions vraiment faire ce qui doit être fait. Nous devrions juste être matures à ce sujet. On joue en Belgique et... Où est-ce qu'on a dit ? Londres ? Tout se passe de façon très organique. Je n'ai pas une grande équipe. Elle consiste en une amie proche qui est mon assistante de plateau, le pianiste, le DJ et moi-même. Et on arrive à fonctionner comme cela. On n'a pas mis beaucoup d'attention dans la com et le marketing, mais on espère pouvoir le faire très, très prochainement. Oui, en plus, tu as reçu les félicitations d'Angela Davis et d'Erykah Badu. Oui, tout à fait. Et bien sûr, j'en étais super contente. Quand quelqu'un que tu as lu, qui a aidé à façonner ton esprit, qui a permis à ton cerveau de se développer pour que tu aies toi-même la possibilité de créer et de penser plus librement, regarde ton travail et te dit « tu devrais faire ça ». Ça, c'est bien fait. Bien sûr, je suis tombée à la renverse et quand j'ai repris mes esprits, je lui ai dit « Merci pour vos gentilles paroles, Angela Davis ». J'étais tellement reconnaissante. Elle a vu la version condensée dans sa forme la plus originale. La première fois que j'ai donné le spectacle, Angela Davis était là. Et après ma performance, elle m'a pris à part et elle m'a dit « C'est vraiment important que tu fasses ça, que tu continues car on en a besoin ». Et je sentais qu'on en avait besoin, mais je ne savais pas que les gens y répondraient positivement. Ma peur, quand je l'ai écrit originellement, était que les Noirs soient énervés après moi pour avoir dit la vérité à propos de notre complexité. Tu as reçu des réactions désagréables de certaines personnes du public, parmi le public ? Non, ils étaient reconnaissants et ils me disaient « Merci, je me reconnais ». Et ils m'ont dit « Merci pour avoir finalement dit que nous avions besoin de parler de cela ». Donc, ce dont on s'aperçoit, c'est que les gens ont vraiment la volonté et même le désir de parler de ces conversations politiques et sociales qui se tiennent sous le manteau, qu'il est difficile de tenir, mais qu'ils ne veulent pas être la personne qui initie la discussion. Ils ne veulent pas être la personne qui attire l'attention sur elle en parlant de ce sujet qui pourrait potentiellement mettre très mal à l'aise. Je pense que je me vois offrir une certaine liberté de perspective parce que je peux parler de la condition noire, parce que je suis noire. Je peux parler de genre d'une façon particulière. Et cela m'est permis parce que je suis une femme. Je peux parler des difficultés que vivent ceux qui n'existent pas dans le monde occidental, ceux qui vivent globalement dans le Sud, sur une terre qui a été colonisée et qui ont expérimenté le fait de naître et de grandir dans un pays qui ne possède pas les ressources qu'il devrait posséder aujourd'hui à cause du colonialisme. Je peux parler de cela. Parce que je suis suffisamment nigériane pour savoir, d'une manière très claire et tangible et physique, pourquoi mes parents ont déménagé en Occident. Et donc je pense que cette sorte de, je dirais, d'expérience de l'intersectionnalité que je possède ne fait pas de moi, d'une quelconque manière, une sorte d'experte suprême. Mais cela fait que je n'ai pas d'autre choix, parce que la réalité de ce que je vis a fait tomber mes œillères, pour voir que la perception est plus grande qu'une simple opinion.
La perception est étendue et nuancée et complexe. Et si nous essayons de la simplifier pour que cela nous soit confortable, on ne travaille pas dans le sens de la vérité, de la justice ou de la logique. On rend juste service à l'ego et à l'arrogance. Il y a beaucoup de segmentation des luttes ces derniers temps. Par exemple, si t'es blanche, tu peux pas aider une association de personnes noires ou des choses comme ça. And I have thoughts that the reason that so many people have such conflict and resistance against people of... Je pense que la raison pour laquelle tant de gens entrent en conflit et en résistance avec ces personnes qui sont extérieures à leur expérience et qui proposent de s'investir dans l'activisme ou qui représentent des médias ou autres à propos de ce groupe particulier auquel elles n'appartiennent pas de manière très claire et très réelle, et que souvent ces personnes ne sont pas très bien éduquées à propos de ce groupe. Now, if, for instance, somebody from an external group, I'm a black woman, if a white woman... Maintenant, par exemple, si quelqu'un d'un groupe externe à moi, en tant que femme noire, si une femme blanche veut faire un film à propos de féminisme et d'intersectionnalité, et elle veut parler à des femmes noires et à des femmes de couleur et des femmes indigènes, et elle vient avec cette conscience comme « oui, je suis consciente que nos expériences sont différentes de ce qu'est le colonialisme, de ce qu'est le racisme, de ce qu'est le patriarcat, de ce qu'est l'intersectionnalité, de comment les choses se manifestent. » Et il y a cette clarté de compréhension. Et je peux constater que cette personne a étudié les différences d'expérience et l'histoire. Je ne ressens aucun niveau de conflit ou d'agression ou d'agacement avec cette personne externe et son expérience externe à la mienne. Parce que c'est vraiment une offre dans le sens de « que puis-je offrir ? Comment puis-je t'aider dans ce que tu fais ?» À l'opposé de cette idée où j'arrive en étant ignorante, inconsciente, et que je fais quelque chose parce que je suis curieuse. Éduque-toi, puis viens me parler. Moi, si je m'aventure dans le genre non-conformiste, non-binaire, queer, trans, contingent du mouvement, et je débarque et je dis « Hey, salut vous, je ne connais pas tous les détails de votre identité et de ce que vous faites ici, mais je suis intéressée et je voudrais aider, laissez-moi essayer. » Je suis une nuisance, tu vois. Je n'ai pas étudié, je n'ai pas fait ma part. Je suis une nuisance et je prends de la place dans un espace où il y a déjà juste de la place qui doit être réservée aux personnes qui ont expérimenté de la vulnérabilité à cause de cette identité particulière. Et donc, je pense qu'il est impératif de nous éduquer à propos des expériences de personnes issues de groupes dont nous ne faisons pas partie, avant de nous imposer dans n'importe quel mouvement en particulier. Mais en même temps, nous ne devrions pas être si rigides, c'est-à-dire ne pas accepter ni autoriser que des gens qui sont différents, qui ont des identités et des expériences différentes des nôtres, viennent à nous dans l'intention d'offrir, d'inclure, d'aider, de s'engager. Ce dont nous avons besoin est que chacun traverse ces différents groupes, vienne, communique, discute, s'engage, construise une coalition, mais le fasse stratégiquement et respectueusement. Éduquez-vous, regardez des vidéos, lisez des livres, puis venez avec une conscience claire et solide. Obtenir l'aide de personnes blanches, mais sans le white-splaining. Oui, tout à fait, point final. Donc tu vas nous rapper quelque chose? Tu veux rapper sur quel sujet? La fin du racisme, le Coven, peut-être les deux? Ouais, ou je pourrais rapper à propos de... Ou alors c'est un freestyle. Voyons voir. Take a walk in my shoes, a black girl with a thought. See your mind run free when your soul ain't been bought. Priceless, fly shit is what the young people need. If you educate the youth, then you're planting all the seeds. Put them up on game. We are redefining what it means to be fly and reincorporating what it takes to keep us alive. Talk about a good cop, bad cop, shot. Black bodies on the pavement, bad cop walk, look.
It's systematic, emblematic of a bigger thing. We understand what it seems is not what it be. So I take a deep breath and look a little closer. I'm searching for the God. I knock the devil off my shoulder. Think about it. How much do we really know when the books are partisan and the food is GMO and the music's really loud but the vibe is really low and you open up your eyes, never knew that they were closed? What's up? The show is really to get human beings to understand that Mon spectacle est vraiment fait pour que les êtres humains comprennent que nous avons été conditionnés pour vraiment ne pas nous entendre, ne pas nous voir les uns les autres. La discrimination, ce sont des gens dans leur boîte et qui n'ont pas la volonté d'en bouger parce qu'ils ne veulent pas être dérangés et qu'ils apprécient les privilèges de rester là et d'être tels qu'ils sont identifiés dans la société. Mais il y a un autre niveau de personnes qui existent sur ces marges politiques et sociales, où il y a cette incapacité de voir que parfois, nos émotions détournent notre logique. Les émotions ne sont pas les ennemis. Les émotions sont très utiles, mais je pense qu'on peut les utiliser de façon à ce qu'elles n'aient pas à entraver notre rationalité. Et c'est vraiment ce dont la pièce parle. Et je dis tout le temps à mes étudiants et mes étudiantes, je ne suis pas là pour vous donner mon opinion. Mon opinion a peu d'importance. Je peux vous dire ce que je sais être vrai, ce qui peut être historiquement soutenu avec une évidence empirique. À partir de cela, faites-en ce que vous voulez. Vous devez savoir comment distinguer l'opinion et la connaissance, car on n'apprend plus cela aux gens. Si on pouvait vraiment agir pour que le savoir ne soit pas juste prendre quelque chose que tu ressens et le transformer en vérité, c'est ce que font les politiciens. Quand tu as une législation pourrie et ils disent « Je sens que les femmes ne devraient pas faire cela », tu vois ce que je veux dire? Je sens. Tu ne sens rien. Bien. Tu ne sais rien, mais tu sens, ok? Et je me dis, tu ne peux pas gouverner les gens avec tes sentiments. Donc je leur offre ça, et à chaque semestre, c'est dur pour moi de partir parce que je les vois se transformer sous mes yeux. La semaine prochaine, nous allons définir le patriarcat, et c'est si intéressant de les observer. Je les vois comprendre ce qu'est le féminisme sur Twitter. Twitter est un outil formidable, je m'en moque pas. Mais il y a le féminisme made in Twitter, et le féminisme mainstream, et le féminisme la. Et puis, il y a la compréhension de ce qu'est réellement le patriarcat, historiquement et institutionnellement. À quoi est-il lié? D'où est-il venu culturellement, religieusement? Comment se manifeste-t-il dans les profondeurs de nos esprits, y compris de manière que nous n'avons même pas encore effleurée? Et c'est là que je les vois à ce moment précis, dans ce mystère, et c'est en cours d'histoire africaine-américaine. Comment pourrait-on parler de patriarcat alors qu'on ne parle pas des femmes qui ont contribué au mouvement pour la libération des Noirs? Que le patriarcat est profondément enraciné dans chaque histoire écrite, y compris l'histoire noire, qui est supposée être une histoire corrective. Tout ça est tellement intéressant. Oui, mais ça commence maintenant. On commence à parler de l'histoire du point de vue des femmes. Absolument. Parler des contributions des femmes et puis de parler de cette chose qu'on appelle le genre, de ce que c'est réellement et de comment on le distingue du sexe. C'est très intéressant de les voir faire cette distinction entre genre et sexe, ou comprendre pourquoi ils perçoivent le masculin et le féminin de la façon dont ils le font. Et j'avais un étudiant noir qui avait des difficultés avec ça. Et je pouvais dire très clairement, et il ne savait pas que je comprenais, que cette difficulté à identifier, nommer et critiquer le patriarcat venait du fait qu'en tant qu'homme noir, il s'était senti dépossédé de son pouvoir par la suprématie blanche. Et quand la suprématie blanche, historiquement, socialement, aujourd'hui, fait qu'un homme noir se sent vulnérable face au racisme, souvent, inconsciemment, il s'empare d'un quelconque pouvoir où qu'il puisse le trouver. Le patriarcat est une forme de pouvoir pour ceux qui sont genrés comme mâles ou masculins. Et il ne pouvait pas dire émotionnellement d'où ces difficultés provenaient, mais de par ses remarques en classe, je pouvais facilement comprendre. Tu ne sais même pas d'où vient ta colère. Il n'en avait aucune idée.
Et je le lisais écrit sur son visage et sur son expérience, parce que je connaissais son histoire. Je savais des choses à propos de sa mère et son père. Et je savais très bien ce qu'il avait expérimenté. Je savais où il avait grandi et je savais que sa vie et ce monde l'avaient fait se sentir impuissant. Et d'être ainsi pourvu d'une bite te fait ressentir des choses comme « Oui, 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 va chercher ma nourriture, moi, je mange en premier, je suis important. » Ce monde essaie peut-être de me faire sentir moins important, mais je suis important. Et j'ai précautionneusement essayé de lui faire comprendre. Mais quand il y a un certain niveau de dommage émotionnel, parfois c'est difficile d'atteindre une personne. C'est pour cela que je parle d'intelligence émotionnelle et de maturité émotionnelle, parce que les blessures émotionnelles peuvent parfois empêcher l'information de parvenir jusqu'à une personne, parce qu'il faut les dépasser pour l'atteindre. Et ça bloquait. Ça bloquait, mais j'ai travaillé avec lui autant que j'ai pu. Tu es presque en train de devenir une psychanalyste, là. Well, that's the next occupation. Ok, ce sera ma prochaine occupation, après le théâtre. Thank you, Valerie. Merci Valérie. Ouais. Je suis reconnaissante que Gang of Witches existe pour examiner ce type de questions qui sont généralement évitées. Et j'aime vraiment examiner ces questions embarrassantes, étrangement. J'en retire une forme de gratification. C'est pour ça que tu es sociologue, sans doute. Exactement. Et je pense que les circonstances sociales telles que nous les voyons globalement, en ce moment, se transformeraient drastiquement si les gens étaient plus disposés à adopter une posture intellectuellement et émotionnellement digne plutôt que l'arrogance et l'insécurité et la peur de s'être eux-mêmes isolés et de rester au sein du groupe de personnes qui sont d'accord avec eux et avec qui ils se sentent à l'aise. L'inconfort n'est pas nécessairement un danger. Cela peut juste être un appel à évoluer. It can actually just be a call to evolution. Comfort is not freedom. Le confort n'est pas la liberté. Ouais, voilà, précisément. Je suis d'accord. Merci à l'Espagne d'être si phénoménale. Je reviendrai. I shall be back. Yes. Salut les sorcières et merci à Rebecca Chaillon d'avoir prêté sa voix à Funmilola Fagbamila. On se retrouve à la prochaine pleine lune le 8 avril et en attendant, portez-vous bien. I'm calling upon my witches everywhere, my witches everywhere. I'm calling upon my sisters everywhere, my